d'accidents graves, de maladies et d'autres incidents, cet homme est mort plusieurs fois. Chaque fois, sa famille et ses amis se rassemblaient pour son enterrement. Mais le jour de l'enterrement, l'homme... Je me suis réveillé à mes propres funérailles 6 fois. Tout le monde pense que je suis un fantôme, ma propre famille m'a rejeté. Renaissance inattendue. La première fois que j'ai ouvert les yeux dans la pénombre d'une chapelle pleine de visages figés, j'ai senti le goût métallique de la peur me remplir la bouche, comme si chaque respiration que je reprenais était un vol commis contre le silence sacré de la pièce, et pourtant mon cœur battait, obstiné, rappelant que je n'étais ni spectre ni mémoire. Autour du cercueil, des fleurs trop parfumées se mêlaient à des chuchotements qui semblaient traverser mon corps comme des doigts glacés, et je me suis surpris à tendre la main vers le bois poli sans oser le toucher, craignant qu'à l'instant même où je le ferais je disparaisse comme une vapeur. La lumière des cierges jette des ombres qui dansent sur mon visage, rendant mon reflet plus étranger que la mort elle-même, et je comprends que mon retour dérange un ordre que les vivants avaient choisi pour se sentir en sécurité. Un prêtre prononce des phrases apprises par cœur, mais mes oreilles les entendent comme la bande sonore d'un film à laquelle je ne suis plus convié, et l'absurdité de la scène me vrille l'âme. Quand la porte se referme enfin et que l'obscurité reprend ses droits, je rampore de la cérémonie comme un animal honteux, sachant déjà que personne ne tolérera longtemps ma présence parmi les leurs. Je m'appelle Ismail Azizi. J'ai 40 ans et je vis à Ukéléwe, en Tanzanie, où je suis né. Je suis né avec des frères et sœurs, mais maintenant je suis seul et je n'ai ni femme ni enfant à cause des épreuves que j'ai traversées. Je n'ai pas grandi dans une famille aisée. Nous étions très pauvres. Je n'ai pas pu poursuivre mes études, ce qui a affecté mes chances de devenir riche ou de réaliser quelque chose de spécial. Malgré mes rêves de devenir riche, mes luttes dans la vie ont rendu cela impossible. Écho du cercueil. Chaque réveil suivant ressemble à une réplique amère de la première nuit, avec des détails qui se répètent et d'autres qui trahissent la fragilité de la réalité, comme si le monde s'ajustait lentement à une blessure qu'il ne veut pas reconnaître. Les mêmes visages, parfois plus fanés, parfois plus incrédules, m'observent comme on dévisage un phénomène naturel rare sans vouloir engager le regard, et je sens la distance se creuser entre nous à chaque seconde où je tente de leur parler. Les murmures se transforment en théories maladroites, les prières en supplications pour que je reste dans l'oubli, et je découvre, avec une douleur nouvelle, que mon existence force les gens à choisir entre le confort d'une vérité confortable et l'inconfort d'une réalité instable. La ville dehors continue d'ignorer mes réveils répétitifs, indifférente à ce que cela signifie pour mon cœur brisé, et je marche dans ces rues comme un revenant parmi des vivants qui refusent d'admettre leur peur. À chaque fois que je m'efforce d'expliquer, des fractures se forment dans les relations familiales, comme si ma chair revenant à la lumière révélait des fissures anciennes que personne n'avait eu le courage d'examiner. Le regard des miens. Quand mes proches détournent les yeux, ce n'est pas seulement par peur. C'est par protection, par culpabilité, par colère contenue, et je comprends que mon existence crée des obligations que personne n'a demandées. Ma mère pleure sans m'approcher, ses mains tremblent et ses mots se perdent dans des silences pesants, et je vois dans son regard à la fois le soulagement de me savoir vivant et la terreur de perdre la paix retrouvée depuis mon prétendu décès. Mon père, autrefois fort comme un rocher, a vieilli en une saison, ses lèvres serrées trahissant une décision jamais prononcée, et je sens que certains liens se délitent comme des cordes exposées aux intempéries. Les enfants de la famille chuchotent, évitent les chambres où j'erre, comme si ma présence risquait de corrompre l'innocence qu'ils veulent protéger, et cette mise à l'écart me blesse plus que n'importe quel cercueil. Je suis devenu l'ombre qui force ceux que j'aime à se retrouver face à eux-mêmes, et ils préfèrent parfois la paix factice d'une absence plutôt que l'effort chaotique d'un pardon. Les gestes refusés. Le moindre contact se mue en une épreuve. Une poignée de main refusée, un baiser sur le front évité, une étreinte qui s'arrête avant d'achever sa promesse, et toutes ces négations s'accumulent comme des petites morts quotidiennes. J'essaie de manger avec eux à la table familiale, mais leurs sourires sont tendus, leurs conversations coupées, et chaque bouchée avalée traverse un champ de mines d'émotions non dites. Les objets que j'avais autrefois aimés semblent m'appartenir encore moins que les vêtements qui me tombent dessus, car ce sont désormais des reliques de l'homme que j'étais et que les autres croient avoir perdu pour toujours. Quand je propose d'aider, mes mains sont repoussées comme si elles portaient une souillure inexplicable, et cette répulsion me renvoie à une solitude plus oppressante que la nuit dans un cimetière. Il y a dans chaque refus une question muette. Que faites-vous d'un vivant qui a interrompu l'ordre sacré de la mort? Et cette question, sans réponse, devient une condamnation. Parole qui tranche.
Les conversations familiales deviennent des tribunaux silencieux où l'on juge non pas mes actes, mais l'audace même de mon retour, et je me surprends à compter les mots blessants comme on compte des blessures sur un corps déjà meurtri. On m'accuse de mensonge, d'affabulation, de chercher l'attention, et parfois ces accusations prennent la forme d'une froide logique qui me laisse sans réplique. Être revenu devient un acte d'ego plutôt qu'un miracle. Parmi les plus cruelles, il y a les paroles prononcées pour sauver les apparences, des phrases habillées en douceur qui tuent plus sûrement qu'un coup de poing, et j'apprends à reconnaître les hypocrites qui préfèrent l'image d'une famille intacte à la complexité d'une vérité vivante. Les confidences qui jadis m'étaient données en confiance me sont désormais refusées, comme si je représentais une variable trop dangereuse dans l'équation affective familiale. Quand je tente de dire la vérité sur ce que j'ai vécu, on m'emmure dans l'incompréhension, et l'injustice de cette ignorance pèse plus lourd que le silence des morts. Les nuits sans sommeil. Les nuits après mes réveils sont peuplées d'ombres réelles et d'ombres mentales, et je passe des heures entières à essayer de recoudre un sommeil qui s'effiloche sous le poids de l'angoisse. Je me lève, je marche, je reprends ma place dans un lit qui me semble désormais étranger, et chaque bruit de la maison me rappelle que je ne suis plus le même, que mon retour a modifié l'équilibre fragile de nos vies. Mes pensées tournent en boucle, remontant les souvenirs, scrutant les raisons, cherchant un sens que la logique refuse de me donner, et parfois la fatigue m'écrase au point où je ne sais plus distinguer la réalité des rêves. Lorsque l'aube arrive, elle n'est ni délivrance ni promesse. Elle n'apporte que le devoir de faire face encore une fois au regard détourné. Et chaque matin, la difficulté de recommencer devient une nouvelle fracture à porter. La rumeur qui grandit. Dans le quartier, la nouvelle de mes réveils se transforme en rumeur qui voyage plus vite que la vérité. On parle de miracles, de malédictions, d'expériences interdites, et la curiosité des uns se mêle à la peur des autres. Les voisins s'arrêtent devant la maison pour se chuchoter à voix basse, regardant par-dessus les haies, comme si un simple coup d'œil pouvait confirmer l'irrationnel, et leur présence me donne l'impression d'être un animal exposé dans une vitrine. Les journalistes locaux, affamés d'histoires extraordinaires, commencent à rôder, desserrant un peu plus la vie privée qui cherchait encore à se recomposer, et je sens que chaque article, chaque murmure, éloigne un peu plus ce que j'aime. Les théories vont bon train. Certains prétendent que je suis hanté, d'autres que je suis un imposteur qui profite d'une tragédie pour manipuler les cœurs, et ces interprétations racontent autant sur eux que sur moi. La ville entière, par ses insinuations et ses spéculations, devient un tribunal public où ma vérité se perd dans le vacarme des opinions. Apparition publique. Quand je suis forcé de sortir, la rue me regarde comme une étrangeté ambulante, et je sens sur ma peau le poids des regards qui me réduisent à une légende urbaine. Les enfants me pointent du doigt en riant à moitié, tandis que leurs parents réajustent les enfants dans un geste protecteur, et je marche parmi eux avec la sensation d'être à la fois présent et absent, réel et imaginaire. Les cafés se referment plutôt autour de moi, des tables se vident quand je m'approche, et j'apprends à mesurer la distance sociale comme on mesure un terrain miné. Parfois un inconnu tente de me toucher pour vérifier si je suis réel, et la violence de ce geste me surprend plus que la curiosité elle-même. Je ressens mon humanité comme quelque chose d'exposé et de fragile. Chaque sortie devient une épreuve d'endurance, et je rêve d'un endroit où l'on me verrait sans question et sans peur. Songe et réalité. La frontière entre mes rêves et mes journées s'estompe. Je vois des fragments de cérémonies funéraires s'infiltrer dans mes repas, et la sonnerie d'un téléphone me rappelle la résonance d'une prière. Les objets de la maison prennent des significations doubles, et une simple veste accrochée devient le costume d'un homme qu'on a cru disparu, esquissant ma propre biographie comme on replace des pièces d'un puzzle. Je parle parfois à des personnes qui ne sont plus là, ou plutôt qui sont là mais ne veulent pas l'être pour moi, et ces dialogues manqués m'ouvrent à une solitude abyssale. L'esprit joue des tours, réécrivant les scènes, brouillant les repères, et je dois m'accrocher à des petites habitudes pour ne pas sombrer dans une folie douce qui ressemblerait à l'oubli. Les nuits se confondent avec les jours, et je finis par désirer une fatigue si profonde qu'elle m'offre un repos définitif, mais la peur d'en revenir sans cesse me cloue au contraire dans une veille douloureuse. La fuite intérieure. Parfois je quitte la maison pour marcher sans but, cherchant des lieux où personne ne me reconnaîtra, et je découvre que l'anonymat a un goût amer qui prétend guérir mais ne fait que cacher la blessure. Les parcs, les quais, les rues désertes deviennent des refuges temporaires où je peux respirer sans éprouver la culpabilité de troubler la paix des autres, mais même là mes pas trahissent une attente. Attendre quoi, je l'ignore. Je tente de reconstruire une identité loin du fantôme que l'on m'a attribué, en changeant la façon dont je parle, en choisissant des menus différents,
en évitant les lieux symboliques, et ces artifices me procurent l'illusion d'un contrôle éphémère. Pourtant, l'ombre de la chapelle revient souvent me hanter, comme une empreinte indélébile sur mon histoire, et la fuite devient une fatigue plus qu'une solution. À la fin de chaque escapade, la maison m'attend comme un aimant, me rappelant que fuir ne dissipe pas le regard des miens. Les anniversaires suspendus. Les dates qui autrefois marquaient des fêtes sont maintenant des zones minées. Bougies non soufflées, cartes restées vides, silence à la place des rires, et je ressens chaque anniversaire comme un verdict implicite sur ma place dans la famille. On organise des commémorations sans mon consentement, on dépose des fleurs sur une tombe qui devrait être la mienne mais qui, ironiquement, est devenue un symbole que certains préfèrent maintenir intact. Les anniversaires des vivants s'écourtent, recouverts par une formalité nouvelle, et je me surprends à mesurer le temps non pas en joie partagée mais en obsession persistante autour de ma disparition supposée. Certains membres de la famille tentent de préserver l'illusion pour les plus jeunes, construisant des récits édulcorés qui excluent ma chair retrouvée, et cela me blesse d'autant plus que la mémoire collective se fragmente. La mort célébrée en mon absence continue d'exister comme une défense contre le chaos que je représente. La confiance fracturée. La confiance a été fissurée comme un miroir tombé, et chaque tentative de recomposition révèle une mosaïque imparfaite où les morceaux ne retrouvent jamais leur place originelle. Les promesses faites avant la tragédie semblent s'être dissipées, emportées par la peur et la honte, et j'apprends que la confiance, une fois rompue, demande plus qu'un retour pour se réparer. Elle exige des actes et du temps que personne ne veut partager. Les petites trahisons du quotidien, conversations cachées, décisions prises sans moi, regards échangés quand je passe, s'enchaînent et nourrissent une colère sourde qui gronde au fond de mes nuits. Je tente de regagner cette confiance par la transparence, par l'humilité, par le silence parfois, mais les cicatrices restent visibles, et il faut être patient pour que la chair se recolle. Comprendre que l'amour ne suffit pas toujours à recoudre les liens est une leçon que je paie au prix de l'isolement. Les promesses brisées. Des engagements verbaux se sont évaporés. On t'aidera, on t'écoutera, on restera unis. Des phrases qui sonnent désormais creuses lorsque la réalité se heurte à la peur. J'ai remarqué que les promesses disparaissent plus vite que la chaleur d'une étreinte, et que l'on préfère souvent l'ordre ancien, même imparfait, à l'effort douloureux de recomposer une vie. Cela m'apprend, avec une cruauté tranquille, que la loyauté a des limites quand elle est confrontée à l'inexplicable, et que l'instinct de survie familiale prime parfois sur l'empathie. Des dettes morales restent impayées, des excuses restent murées, et je dois accepter que certains actes demandent plus que des mots pour être réparés. Cependant, malgré les trahisons et les promesses oubliées, j'essaie de garder l'espoir ténu que le temps, imparfait artisan, saura polir les aspérités. Dehors, le monde continue. La société, indifférente à mes drames intimes, suit son cours. Le travail, les impôts, les saisons, et je me sens souvent minuscule face à l'immensité d'un monde qui ignore mes réveils successifs. Les journaux racontent d'autres tragédies, les gens rient d'autres choses, et je dois apprendre à vivre parmi ces flux sans me noyer dans l'urgence de l'oubli collectif. Paradoxalement, cette indifférence offre une forme de liberté. Je peux renaître loin des attentes familiales, construire des routines silencieuses, et me réinventer dans l'anonymat du quotidien. Mais la liberté a un coût, l'érosion de ce qui m'attachait aux autres, et la nécessité de forger de nouveaux repères sans filet. Chaque pas que je fais dans le monde est une tentative de concilier l'homme que je fus, l'homme que je suis, et l'homme que les autres voudraient que je sois. Le doute intérieur. À force d'être renvoyé comme une étrangeté, j'ai commencé à douter non seulement des autres mais de moi-même. Suis-je celui qui revient ou un mirage créé par l'angoisse collective ? Mes souvenirs vacillent parfois, se recomposent, et je me surprends à interroger la réalité de mes propres émotions, cherchant des preuves tangibles de ma continuité. Le doute ronge la confiance en mes jugements, et je dois m'appuyer sur de petites certitudes, une cicatrice, une photo, une habitude pour me rappeler que je n'ai pas été entièrement effacé. Cette lutte intérieure est épuisante, car elle demande d'accepter l'incertitude tout en continuant à vivre, à agir, à aimer malgré la peur de perdre encore une fois. Mais la résistance s'organise, minutieuse, et j'apprends à distinguer les ombres de la lumière. Petit geste de réconciliation. Parfois, une main qui hésite puis qui se pose, un regard qui reste un instant, une parole maladroite qui contient une volonté de revenir, suffisent à rouvrir une faille et à y glisser des points de couture. Ces petits gestes n'effacent pas tout, mais ils montrent que la possibilité de réparer existe, fragile mais réelle, et je m'y accroche comme à une bouée dans la tempête.
Les repas partagés redevenus silencieusement possibles, les appels téléphoniques qui durent un peu plus longtemps, les invitations qui ne se transforment pas systématiquement en rejet sont autant de preuves qu'une nouvelle normalité peut naître. Reconstruire demande du temps, de l'humilité, des excuses sincères, et parfois le sacrifice d'orgueil de part et d'autre, mais chaque pas compte. Si la route est longue, elle n'est pas impossible, et je garde l'espoir que la patience, alliée à la vérité, finira par triompher. Rencontres inattendues. Sur ce chemin sinueux, des rencontres viennent m'aider à respirer. Inconnus compatissants, anciens amis revenus, voisins devenus complices, et ces présences extérieures apportent une chaleur que la famille refuse parfois d'offrir. Ces nouveaux alliés ne connaissent pas l'histoire construite autour de ma disparition, et leur regard neuf me permet d'exister sans le poids du passé. Ils écoutent sans juger, offrent des gestes simples, et m'apprennent qu'on peut se reconstruire en tissant d'autres liens que ceux auxquels on est né. Paradoxalement, c'est en dehors du cercle familial que je retrouve parfois le courage d'affronter les miens, car la force vient souvent d'un appui inattendu. Ces rencontres me rappellent que l'humanité n'appartient à personne en propre et que la compassion peut surgir des lieux les plus improbables. L'accusation muette. Malgré tout, il y a des membres de la famille pour qui ma présence reste une offense insupportable, une preuve vivante d'un ordre qu'on refuse d'accepter, et leur regard me condamne sans mots. Ces haines silencieuses pèsent lourd, elles fragmentent les réunions, elles transforment les repas en champs de bataille et m'obligent à mesurer mes propres attentes. Face à cette hostilité, je dois choisir. Imposer ma vérité à tout prix, au risque d'être seul, ou accepter une coexistence prudente, au prix d'une part de moi-même. Aucun choix n'est simple, car refuser la bataille serait renoncer à exister pleinement, tandis que la mener à outrance pourrait creuser des blessures irréparables. C'est un dilemme moral qui m'affronte chaque jour, et qui demande une sagesse que je peine souvent à trouver. Le poids de la légende. Avec le temps, des récits amplifiés transforment ma vie en légende. On m'attribue des récits que je n'ai pas vécus, on me dote de sens surnaturels, et mon existence devient le substrat d'histoires que je ne reconnais pas. Cette mythification me protège parfois. Mieux vaut être un mythe qu'un scandale, pensent certains, mais elle me vole aussi la complexité de ma douleur et la nuance de mes choix. Les gens préfèrent les récits simples aux vérités embrouillées, et je me retrouve souvent réduit à une image, une anecdote, une morale facile. La légende devient une prison dorée où l'on me célèbre ou me condamne sans me laisser la parole, et j'apprends à naviguer entre le désir d'effacement et la peur d'être simplifié. Je dois parfois rappeler que derrière l'histoire amplifiée se tient un homme réel, avec ses failles et ses espoirs. Renaître autrement. Peu à peu, je comprends que ma survie n'est pas seulement une épreuve à subir mais une opportunité de me réinventer, de choisir quelle part de mon passé je veux emporter et lesquelles je dois laisser comme des sables morts. Ce processus de renaissance est long, il exige du courage pour admettre ses erreurs, pour pardonner à ceux qui ont failli, mais aussi pour se pardonner soi-même d'avoir attendu d'être autorisé à vivre. Je travaille à reconstruire une identité qui n'est plus seulement celle d'avant, mais qui intègre les cicatrices comme des marques de résistance plutôt que des stigmates. Chaque matin où je me lève et où je choisis d'exister malgré tout est une victoire fragile mais réelle, et j'accumule ces petites victoires comme on collectionne des pierres précieuses qui brillent dans la nuit. La renaissance n'est pas un retour complet à ce qui était. Elle est une création nouvelle, patiente, aussi humble que tenace. Un dernier adieu possible. Enfin, la question se pose. Peut-on offrir un adieu digne à ceux qui ont cru que j'étais parti? Et quelle forme devrait-il prendre si la mort a déjà été célébrée à ma place? Peut-être que l'adieu nécessaire est moins un au revoir qu'un partage honnête, une confession sans phare, une reconnaissance des peurs et des fautes qui ont conduit au rejet. Je réfléchis à une cérémonie qui ne serait ni spectacle ni comédie, mais un moment où l'on accepte la complexité de l'humain, où l'on nomme la douleur, la peur et l'amour, et où l'on permet à la vérité de devenir un pont. Si un adieu est possible, il devra être fragile et sincère, sans besoin de réparer l'irréparable mais avec la volonté de ne plus laisser la honte dicter les existences. Et si certains refusent encore de venir, je comprendrai leur choix. Vivre, pour eux aussi, est un acte de survie. Espoir têtu. Malgré les nuits, malgré les regards, malgré les ruptures, je garde un espoir obstiné, non pas un optimisme naïf mais une conviction tenace que les êtres humains, à force de petites habitudes et de gestes répétés, savent parfois retrouver leur humanité. Cet espoir se nourrit de gestes infimes. Un sourire rendu, une main acceptée, une lettre retrouvée dans un tiroir, la lecture d'une vieille photo qui fait surgir un souvenir heureux. Je sais que la guérison ne sera pas linéaire,
qu'elle demandera des rechutes et des retrouvailles douloureuses, mais je choisis d'y croire parce que renoncer serait concéder la victoire à la peur. Chaque pas vers la réconciliation, même minuscule, est une victoire sur la solitude qui m'a marqué, et j'apprends à célébrer ces petites avancées comme on célèbre des miracles ordinaires. Ainsi, je continue à vivre, non plus pour prouver aux autres que je suis réel, mais pour honorer la vie qui m'a été rendue. Fin ouverte. Mon histoire reste inachevée, parce que la vie n'offre jamais de véritable fin. Elle propose des passages, des chapitres, des portes qui s'ouvrent et se referment, des gestes qui se répètent et des choix qui s'imposent. Je laisse cette réalité en suspens, conscient que demain apportera d'autres épreuves et peut-être d'autres réveils, mais déterminé à ne plus me confiner dans l'image que les autres souhaitent projeter sur moi. Si je suis un fantôme pour certains, je veux au moins être un fantôme vivant, capable d'aimer, de souffrir, de rire et d'accepter les conséquences de son retour. La dernière page n'appartient pas à la peur mais à la liberté de choisir comment exister, et c'est dans ce choix que je trouve enfin une forme de paix. Ma famille, le monde, la rumeur, tous continueront leur danse compliquée, et moi, je continuerai d'apprendre à danser avec eux, pas contre eux.